Retour dans ce studio, on va donc parler du premier sujet qui est donc présidentiel 2026. Le duo Wadahi Talata investi à Parakou. C'est Matin Libre qui en parle ce matin. Si vous me le permettez, Laurent Roland Tony Kess, je vais donc directement donner la parole à Hugues Hector Zogo qui est en ligne et qui a vécu l'événement en présentiel. Hugues Hector Zogo, parlez-nous d'abord de l'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé à Parakou lorsque le quotidien nous parle de présidentiel 2026, le duo Wadahi Talata investi à Parakou. Est-ce que le duo était vraiment investi puisque vous y étiez? Vous avez entièrement raison. Depuis donc le samedi 4 octobre 2025, on peut se permettre de dire de manière officielle que le duo candidat de la majorité présidentielle Romuald Wadahi Mariam Kabil Talata a été investi donc pour représenter la majorité présidentielle aux élections présidentielles d'avril 2026 dans notre pays, le Bénin. Et c'est bien sûr le stade municipal de Parakou, comme vous l'aviez si bien annoncé, qui a pu permettre à ces Béninois-là, déplacés pour la circonstance, de vivre effectivement cette ambiance devenue assez vite une ambiance festive. Et comme d'ailleurs l'a signifié Madame Claudine Astiali Prudencio, la seule femme présidente de parti se retrouvant donc au cœur des 4 partis politiques ayant soutenu cette candidature, le stade, je la cite, le stade omnisport n'est pas seulement un lieu de rencontre, il devient l'amphithéâtre de l'histoire de la tribune de la République. Donc c'est vous dire que c'est pratiquement tout le Bénin à travers cette cérémonie d'investiture qui s'est retrouvé donc à vivre un événement important puisque depuis 1990 oui, où on est en train de parler du régime démocratique dans notre pays, c'est la toute première fois qu'on a assisté à une activité politique de cette envergure-là. Déjà même, de par le passé, ce qu'on vivait, c'était que les partis politiques allaient en rang parti pour donc soutenir leurs candidats. Mais cette fois-ci, on est en train de parler de duo de candidature et c'est la toute première fois dans l'histoire politique de notre pays donc qu'on assiste à un événement où des partis politiques se mettent ensemble pour nous permettre de vivre ce qu'on appelle l'investiture du duo candidat. Et à cette cérémonie, il faudra reconnaître qu'il y a eu déjà 3 différentes phases. La toute première phase aura été la phase au cours de laquelle on a vu les artistes passer sur scène pour égayer un peu l'histoire. La deuxième phase aura été la phase au cours de laquelle les représentants des partis politiques auront pris la parole pour donc confirmer à travers une lecture la décision prise au niveau de soit leur bureau politique ou soit au sein donc du bureau exécutif national. Et la troisième partie aura été la partie au cours de laquelle le candidat président investi aura pris la parole et à sa suite donc les présidents de partis politiques. C'est déjà le décor que je pourrais planter en attendant vos questions pour vous apporter plus d'éléments. Merci pour ces précisions, Hugues Hector Zogo, qui est en ligne, il faut le rappeler, depuis Parakou. On revient dans ce studio, Laurent Roland Tony Kess, vous avez écouté quand même le discours. On va commencer par le ministre Romuald Wadahi, le candidat investi comme candidat pour de la mouvance. Dans ce discours, il y a une phrase qui retient mon attention. Laurent Roland Tony Kess, je veux être le candidat de tous les Béninois. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, ce que cela inspire, c'est que le candidat Romuald Wadahi veut avoir l'unanimité autour de lui, ce qui n'est pas possible politiquement parlant. C'est un vœu du candidat
c'est un vœu du candidat de la mouvance présidentielle, sauf que, oui, il y a des Béninois qui ne seront pas d'accord avec lui et qui ne voudront pas qu'il soit leur candidat. Et donc, oui, ce vœu émis par le candidat à Parakou, on attend de voir quels sont ces Béninois qui sont aujourd'hui disposés encore ou disponibles à accompagner la mouvance qui le porte comme candidat aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses auxquelles il devrait apporter de réponses. Et donc, en son temps, certainement que les Béninois décideront d'aller ensemble avec lui. Puisque, oui, il y a que quand on suit son discours, moi je crois qu'il a fait beaucoup plus un discours assez technique qu'un discours politique. Un discours assez technique. Parce que véritablement, quand vous regardez un peu ce qu'on observe sur le terrain aujourd'hui, il y a des Béninois qui ont envie d'écouter le candidat, désormais l'ex-ministre des Finances, en tout cas le ministre des Finances, désormais candidat investi de la mouvance. Oui. Ils ont envie de l'écouter sur un certain nombre de choses. Ils ont envie, c'est vrai qu'il a dit que ce n'est pas le discours de la campagne, mais il fallait quand même aborder quelques pans de situations que vivent certains Béninois et ces Béninois l'attendent sur un certain nombre de choses. Donc oui, je crois que c'est en ce moment qu'il pourra peut-être espérer être le candidat de tous ou pas. Parce que dès lors que vous faites le discours et qu'on sent formellement que vous êtes beaucoup plus technique et que vous ne vous intéressez pas aux Béninois à un moment donné, il y a un problème. C'est vrai qu'il s'est adressé aux jeunes, d'accord, c'est une promesse faite aux jeunes d'avoir confiance. Mais on ne l'a pas écouté pour autant parler des femmes. On ne l'a pas écouté parler pour autant des fonctionnaires, par exemple. Ce n'est pas des promesses d'élection électorale dont on a besoin maintenant. Mais c'est s'adresser aux femmes maintenant pour dire oui, femmes de marché. C'est à lui de voir le discours qu'il faut avoir. Mais les fonctionnaires également qui, depuis un moment, boudent parce qu'il y a un certain nombre de choses à améliorer. Ceci étant. Et puis après, moi, ce que je constate aussi dans ce discours... Les retraités également qui boudent parce qu'ils disent que le salaire, jusqu'au 30, ils n'ont plus leur pension. Mais l'autre chose que je remarque aussi, c'est que le discours de Romuald Wardani a manqué d'être vivant. D'accord. C'est vrai que les gens ne seront pas d'accord avec moi parce que tout le monde veut applaudir. Les mêmes personnes communiquent pour lui toujours pour dire oui, c'est bon. On a vu des gens applaudir à des moments donnés. Mais pour moi, il a manqué quelque chose à Romuald Wardani. Autrement dit, un discours politique. On peut dire comme ça? Oui, parce qu'un discours politique, c'est un discours qui soulève la foule. Bon, de toute façon, écoutez, quand je prends le discours de Wardani et je compare au discours de... un discours politique, Laurent, je ne vous avais pas pu être un discours de démagogie. Oui, de toute façon, ce que je veux dire, c'est parce que je ne dis pas de faire de la démagogie. D'accord. Tu veux bien. Regardez le discours de Wardani candidat et le discours, le message de Joseph Jobbenou. Il y a quelque chose qui a fait soulever les participants à cette investiture. Wardani qui dit avoir grandi à Parakou, moi j'aurais aimé l'écouter à l'entrée, en tout cas dès l'entrée de son discours, dit le Fort Naoyo, Fort Nasuba, Fort Nangbe, par exemple. Imaginez ce que la ferveur que cela pourrait créer. Et vous allez voir que quand Georges Bedou, même si il lisait sur papier pratiquement, ça a suscité une certaine... Oui, voilà. Et les gens se sont levés pour chanter. Et ça a animé un peu le stade. Donc je pense qu'il a manqué un certain nombre de choses au candidat. C'est vrai qu'avec le temps, il va prendre le pli parce que oui, je l'ai soulevé ici. Un quotidien à titre qu'il est technocrate. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui n'avait pas peut-être l'habitude de cette grande rencontre. Où il faut parler devant la foule, politiquement parlant. On l'a vu dans les grandes rencontres techniques de finances ou d'économie, parler aux investisseurs, aux cadres, d'accord. Mais ici, il s'agit de parler aux populations. Il s'agit de parler aux militants. Et puis après, j'ai constaté aussi que le candidat qu'on investit, c'est un candidat qu'on vend. Il a manqué au cours de cette investiture des méthodes, des techniques pour vendre le candidat. C'est-à-dire, je n'ai pas senti qu'on ait vendu le candidat. Un autre aspect, nous sommes à Parakou. Et Parakou, c'est la 8e circonscription électorale qui a échappé à la mouvance en 2023. Et donc, cette cérémonie à Parakou était un premier acte de reconquête de la 8e circonscription électorale. La vice-présidente étant de la 8e circonscription électorale qui regroupe les communes Ndali, Perere, Tchaourou et Parakou, il y a que quelque chose a manqué. On n'a pas senti qu'on est dans la circonscription électorale de la vice-présidente. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait senti? Mais écoutez, quand vous regardez un peu, si je mets de côté les militants qui étaient là, la ferveur un peu dans la ville, un certain nombre de choses, en tout cas pour tous les retours qu'on a eus, il y a manqué quelque chose. Et c'est pourquoi je disais que, au fond,
ceux qui ont organisé cette cérémonie d'investiture, peut-être ont péché à pas endroit. C'est-à-dire qu'il leur a manqué des choses sur lesquelles on ne dira pas que tout est mauvais. Il y a des leviers sur lesquels ils n'ont pas appuyé. Il fallait agir parce que nous sommes dans un domaine... Oui, je sais. Je vous aurai dans quelques secondes la parole puisque vous étiez sur place. Nous sommes sur un terrain de reconquête. Et donc, puisque nous sommes sur un terrain de reconquête, l'attitude doit être différente. Très bien. Les faits et gestes doivent être bien calculés, de sorte qu'on sente qu'il y a quelque chose qui a commencé. Bon, je pense que véritablement, si dans l'organisation tout était minutieux, d'accord, mais il a manqué, il a manqué. En tout cas, c'est l'analyste politique qui parle. Oui, je pense que... Je pense que certains parmi eux sont conscients de ce qu'il y a des choses à améliorer. Oui, Hugues-Hector Zogo, Piaf d'envie d'intervenir, je savais que j'allais vous accorder la parole, parce que ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que vous étiez sur place et vous êtes en ligne ce matin depuis Parakou, alors que Laurent et moi, nous avons suivi les choses de loin. Laurent a fait son analyse. Hugues-Hector Zogo, vous avez la parole. Je voudrais quand même recontextualiser pour signifier que nous étions en fait à une cérémonie solennelle d'investiture. Et à une cérémonie solennelle d'investiture, ce qui prime, c'est le langage de vérité. Vous ne vous retrouvez pas pour un langage politique, même si nous nous sommes retrouvés pour une activité à caractère politique. Et j'ai été très heureux que Laurent ait d'ailleurs souligné le fait que le professeur Joseph Diogbenou soit intervenu en plusieurs langues nationales. Mais lui, il a intervenu en tant que président de parti politique. Vous avez vu par exemple le style vestimentaire de Madame Claudine Afiari-Prudencio. C'est un style décontracté. Une femme qui se retrouve donc en basket, en jean, et puis qui porte donc une tenue en paille pour stimuler donc déjà la conscience collective de toutes les personnes qui ont pu suivre cette cérémonie, de savoir qu'il y a un engagement vif qui se vit à partir de cet instant-là. Mais par contre, le candidat, lui, il est dans une démarche solennelle. On veut lui confier, en attendant l'élection présidentielle, une mission fondamentale, c'est donc de porter la voix de tous ceux qui aujourd'hui aspirent à ce que l'on continue à partir d'avril 2026 de parler de continuité en termes de réforme institutionnelle, de réforme politique dans notre pays, à la suite de tout le combat qui a été mené par Patrice Talon. Hugues-Hector Zogo, vous vous retrouvez, oui. Donc, vous n'êtes pas d'accord qu'il a manqué des leviers sur lesquels on aurait pu appuyer, par exemple. Je prends un exemple simple. Quand Laurent Roland Tonikès dit que pour quelqu'un, pour le ministre Wadaï qui a grandi à Parakou, on aurait pu avoir Fona Kayo, des trucs comme ça. Le dire de cette manière, c'est tout comme si on était venu gagner la confiance des Béninois à travers des mots. Wadaï a partagé à travers son message un acte de foi. C'est un acte de foi, c'est un acte d'engagement. Et je m'intéresse un peu plus au contenu des messages envoyés par les différents responsables à la tête des partis politiques. Je voudrais qu'on s'intéresse d'abord au discours du ministre Wadaï. Alors, quand on s'intéresse au discours, je veux être le candidat de tous les Béninois. Je veux être le candidat de tous les Béninois. Et juste à sa suite, il se définit être le candidat de tous les Béninois. Parce qu'il promet de travailler avec intégrité, courage et constance. En le disant, c'est signifier donc à tout le peuple béninois qu'il ne se retrouve pas aujourd'hui investi à Parakou par la majorité présidentielle et que par conséquent, si le peuple béninois arrivait à lui accorder la majorité à l'issue des urnes, il se retrouverait à servir exclusivement une part de Béninois. Il veut être le candidat de tous ces Béninois-là, le candidat de toutes ces personnes-là qui, à un moment donné, n'ont pas pu comprendre peut-être le message que le président Patrice Talon a apporté en termes de réforme structurelle à la tête de notre pays. Donc pour moi, le candidat est bel et bien resté dans une démarche d'intégrité. Oui. Il est resté dans une démarche de vertu rare en politique. D'accord. On se permet souvent de dire les promesses n'engagent que ceux-là qui y croient, qu'en politique,
Oui, en politique, en réalité, il n'y a pas de promesse à croire. D'accord. Et il n'y a pas eu de promesse. Il n'y a pas eu de promesse ce samedi au stade. Il y a bel et bien eu de promesses, à la seule différence que ces promesses-là ont été empreintes, je vais dire, empreintes de solennité. Vous ne voyez pas un candidat entre griffes agité. C'est un candidat qui mesure déjà la justesse de l'acte qu'il est en train de poser, non pas se retrouver au cœur d'un stade municipal pour dire nous sommes là juste pour festoyer, nous sommes là juste pour tenir un discours politique et puis ça s'arrête là. Hugues Zogo, oui. Si on vous suit, vous balayez quand même de côté tout ce qui a été dit parce qu'il ne s'agit pas d'un discours de campagne, c'est plutôt un discours d'investiture. Exactement. Il y a deux différences. Il y a une différence nette entre un discours de campagne et puis un discours de cérémonie d'investiture. Là, nous sommes dans une démarche solennelle. Donc, le candidat ne pouvait pas se permettre ce que, par exemple, proposait, je vais dire, mon confrère. On va donc donner la parole à Laurent. On va donc donner la parole à Laurent pour... Si on vous a compris. Permettez que j'apporte cette note. Les responsables à la tête des partis politiques, eux, se sont permis de dire beaucoup de choses que le candidat n'aurait pas pu dire. Parce qu'ils ne portent que le message de leurs militants. Par contre, le candidat, lui, est venu écouter le message. On ne peut pas venir écouter un message et au même moment se permettre déjà de faire des déclarations à tout va. D'accord. Ça va laisser un manque de sérieux. C'est comme si on ne mesure pas soi-même la justesse de l'acte qu'on est venu poser. On ne mesure pas en réalité ce qu'on présente comme défi à relever les années à venir si entre-temps on se retrouvait à être élu. Laurent, réaction. Alors, je réponds en disant ceci. Hugues Zogo dit que ce n'est pas un discours de campagne. Mais sauf que dans ce discours, on a entendu le candidat investi s'adresser aux jeunes. Et fait la promesse de ce qu'il transformera leur potentiel en opportunité. Et donc, quand on dit ça aux jeunes, pour moi, il faut s'adresser aux femmes. C'est pas en fait, de promesses, je parle. Mais les femmes ont besoin d'écouter le candidat. Est-ce que dans ce discours que nous avons suivi, vous avez l'impression que les femmes, pendant qu'ils parlent aux jeunes, les femmes se sont retrouvées dans le discours du candidat? Si un quotidien dit que l'ombre du mentor, je ne sais pas, je vais vous le lire, l'ombre de Patrice Talon plane sur l'investiture, l'ombre de Patrice Talon sur l'événement, Patrice Talon a déjà quand même réglé le problème des femmes, donc peut-être c'est à cause de ça que le candidat Ouada n'a pas voulu perdre du temps. Ok, d'accord. De toute façon, moi je continue de dire qu'il y a manqué des choses à cette investiture. Je ne dis pas, moi je ne veux pas être dans la peau du politique. Je veux être dans la peau de l'analyse qui peut apporter, en tout cas, une touche à ce qu'ils ont fait pour leur dire, améliorer ça la prochaine fois, ça va être mieux. Écoutez, un autre aspect dans cette investiture, qu'on le veuille ou non, j'ai parlé de la 8e circonscription électorale dont est originaire la vice-présidente. Moi j'aurais aimé voir la vice-présidente prendre la parole, par exemple, et s'adresser aux femmes. N'oubliez pas qu'en 2021, c'est elle qui a pris la parole chaque fois pour s'adresser aux femmes. C'est vrai qu'on n'est pas encore en campagne, mais nous, continue de dire... Elle le fera quand on sera en campagne. Je continue de dire que cette première activité à Parakou est un premier acte de reconquête de l'électorat de Parakou, qu'on le veuille ou non. Et donc, rater cette investiture, rater cette cérémonie, c'est rater ce premier acte-là, qui en réalité pourrait être préjudiciable encore pour la mouvance présidentielle. Donc, oui, l'un dans l'autre, ce n'est pas... C'est trop dit quand même, parce que vous avez dit que l'organisation a été belle, donc c'est pas raté. Non, je dis il y a des aspects sur lesquels... En fait, l'organisation a marché, ne veut pas dire que le contenu, le fond ou la forme, tout est bon. C'est-à-dire, je peux venir ici à l'heure, à 8 h, et venir dire n'importe quoi. Je vous suis. Donc, du coup, évidemment, je pense qu'il y a ces leviers sur lesquels il faut agir. Donc, le candidat, pour moi, je ne lui dis pas de faire des promesses démagogiques. Mais je lui dis simplement, la prochaine fois que tu prendras la parole, monsieur le candidat, que vous prendrez, pardon,
la parole, monsieur le candidat, il faut que vous puissiez faire attention à structurer votre discours sur un certain nombre d'aspects qui pourraient davantage intéresser les Béninois. Parce que quand vous dites je veux être le candidat de tous les Béninois, cela suppose que vous devez, déjà que vous vous adressez aux jeunes, vous devez alors vous adresser aux autres couches de la société. En réalité, le dire, ce n'est pas méchant, mais c'est d'amener le candidat à améliorer sa performance une autre fois. Quand on regarde le discours du candidat, regardez du discours du candidat. Moi, j'ai encore suivi l'intégralité du discours ce matin à 4 h du matin. J'ai vu qu'à un moment donné, le candidat, il y a eu quelques difficultés. Cela suppose qu'il y a encore un certain nombre de préparations à faire avec le candidat. Et si on le fait davantage, ça va certainement convaincre les Béninois, ça va davantage amener d'autres Béninois à se rallier à la dynamique de la mouvance présidentielle et le porter, pourquoi pas, président de la République. Hugues-Hector Zogo, pour finir avec ce sujet, votre réaction? Oui, je voudrais quand même réagir et revenir sur certains éléments assez importants. Ce n'est pas finir avec le sujet, mais finir avec cet aspect. On va aborder un autre aspect. Allez-y, Hugues-Hector Zogo. Je voudrais quand même replacer le contexte de l'activité. Quand je prends par exemple les différents responsables qui ont intervenu au nom, je vais dire, des partis politiques. Ils étaient au nombre de 4. Je veux parler par exemple du professeur Patrick Renou, qui est le directeur administratif du Parti Renaissance Nationale. Je veux parler de Joseph Anaïli, député à l'Assemblée nationale, qui a représenté le Parti Bloc républicain. Je veux parler du sénateur Claude Zopli, qui a représenté le Parti Moël Bénet. Et enfin, l'honorable Gérard Benanti, qui est le secrétaire général du Parti Union progressiste de renouveau. Alors, pourquoi je suis revenu sur leur intervention? Quand vous regardez leur intervention, quand vous suivez leur intervention, c'est une intervention d'ordre classique. Ils prennent la parole au nom des partis politiques exclusivement pour faire un compte rendu de session extraordinaire ou soit un compte rendu de congrès. Donc, compte rendu ayant permis donc à tous ceux-là qui ont effectué le déplacement sur le stade omnisport de Parakou de comprendre le processus qui aura permis à ce qu'on accède à cette cérémonie solennelle d'investiture. Donc, c'est pour vous dire qu'on est dans un contexte particulier, et ce contexte-là n'est pas du tout un contexte de campagne. Parce que si le candidat avait transformé son message en un discours de campagne, nous aurions été encore les premiers acteurs à pouvoir décrire ce qu'il a dit. Donc, il respecte aujourd'hui la loi fondamentale de notre pays. Nous ne sommes pas encore en campagne politique. On n'a pas encore ouvert la période de campagne. On est actuellement à l'étape d'investiture, ce qui va être fait d'ailleurs le 11 octobre prochain, sans doute par le parti Les Démocrates aussi. Donc, il faut que nous puissions faire un peu plus attention. Sinon, on va porter un regard subjectif un peu au contenu de ce message-là qui a été présenté par le candidat. Et puis, autre chose assez importante, toujours sur cet aspect-là, la policière ne pourrait pas prendre la parole. Elle ne pourrait pas prendre la parole parce que si elle prend la parole, ça ne démontre plus l'unité entre les deux candidats. On parle du duo candidat. Et à partir du moment où le duo candidat est porté par le candidat, ce n'est qu'une seule personne qui pourrait prendre la parole pour dire oui, vous nous aviez investi, nous acceptons la mission que vous nous confiez. Parce qu'en réalité, c'était le plus important. À une cérémonie solennelle d'investiture, dès que ceux qui veulent vous investir prennent la parole et disent les raisons pour lesquelles ils vous investissent, en retour, vous avez la possibilité de dire oui, nous acceptons assumer la mission que vous nous aviez confiée. Non, nous n'acceptons pas la mission à nous confier. Et quand il s'intéresse à la jeunesse, il y a des mots assez simples sur lesquels on peut quand même revenir. Le candidat s'est permis de dire exactement ce que je l'ai fait. La jeunesse est notre richesse, notre force, notre avenir. Mon ambition est claire, transformer l'énergie de chaque jeune en opportunité, les opportunités en réussite, les réussites en dignité. Je vais donc m'arrêter sur le mot dignité. Parce que de tout temps, on parle de la jeunesse, terre de lance de l'avenir d'une nation, mais sans pour autant dire effectivement à cette jeunesse-là ce qui relève de cette prérogative. Le jeune ne doit pas se retrouver à espérer de l'argent s'il ne travaille pas. Mais l'argent auquel il s'attend, cet argent-là se
retrouve dans le travail. Cet argent-là se retrouve dans des opportunités qu'il va gagner. Oui. Et c'est le jeune qui est en fait l'acteur qui donne un coup de pouce à la famille. Donc, le candidat, en s'adressant aux jeunes, s'adresse directement à toutes les familles béninoises. Donc, je souhaite que nous ne puissions pas nous attarder sur cet élément, parce qu'il n'a pas pu adresser un message particulier à l'endroit des femmes pour dire le message qu'il a délivré manque de justesse. Attention, nous ne sommes pas encore à la période de campagne politique. On vous a compris clairement. On vous a compris clairement, oui, directeur Zogo. Laurent va prendre la parole pour quelques secondes et je vais poser une autre question. Laurent? Je continue de dire que dans ce discours... Ça veut dire que vous l'avez déjà dit. Oui, je continue de dire qu'il y a des choses qui ont manqué. Je ne veux pas être dans la peau du politique. On ne va pas trop tirer. Oui, je ne veux pas être dans la peau... Vous avez été clair, je ne veux pas être dans la peau du politique. Suivent. Je veux être dans la peau du journaliste qui a observé et qui fait des observations pour que les gens améliorent. Vous êtes dans la peau d'un journaliste qui aurait pu... à qui aussi on demandait de proposer le discours du samedi, parce que vous auriez pu faire. Je ne suis pas de leur camp politique pour aller m'asseoir avec eux, pour parler avec eux. Le seul canal que j'ai, c'est ce plateau de télévision pour leur dire, voilà ce que j'ai constaté, l'organisation, c'est bon, mais dans le contenu, dans le fond et dans la forme, voilà ce qu'il faut améliorer. Je pense mais Zogo dit que ça aurait ressemblé à un discours de campagne. Non, écoutez, je continue de dire, par exemple, que la vice-présidente aurait pu prendre la parole. D'accord. Elle aurait pu prendre la parole en ce sens que, de la même manière que, parce que quand il dit que le candidat porte la voix de la vice-présidente, quand on l'a dit, et quand on a suivi le discours de Wadahi, il a parlé en son nom. Ouais. J'accepte, il n'a pas dit nous acceptons. D'accord. Donc, c'est déjà un problème à ce niveau. S'il avait dit nous acceptons dans son discours, je serais d'accord. Mais j'aurais aimé alors que dans ce discours, alors qu'ils disent nous acceptons la mission. Plutôt que de dire j'accepte. Et puis... Patientez, Hugo, patientez quelques secondes. J'aurais aimé qu'ils disent alors nous acceptons, plutôt que de dire j'accepte. Première chose. Et donc, s'il devait dire nous acceptons, ça veut dire que la vice-présidente n'a plus besoin de parler. Mais puisque la vice-présidente aussi incarne la femme modèle, oui. En fait, elle est dans ce schéma-là. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comprendre aux femmes aussi qu'elles comptent désormais dans les prises de décision. Et donc, même si c'est 1 minute de discours qu'elle devait faire, déjà même aussi pour remercier les Français, parce qu'on a pu voir pour son choix. C'est le parti Bloc républicain qui a été le premier parti à dire que nous choisissons Mariam Talata Tchabi Zimé Mariam Talata Tchabi Talata épouse Zimé Yerima, nous la portons comme colistière. C'est le BR qui a commencé avant même que son parti ne décide après. Et donc oui, on aurait pu la voir aussi prendre la parole en même temps aussi, même si c'est pour remercier les Français politiques, mais en même temps de dire quelques mots aussi à ces femmes-là qui ont besoin de l'écouter aussi en tant que représentante des femmes au sein des instances de décision, de prise de décision. Très bien. Vous réagissez, Hugues Zogo? Je voudrais réagir pour apporter rapidement une note protocolaire. Je reprécise, nous étions à une cérémonie solennelle. Il ne faut pas oublier la solennité. Et dans le registre protocolaire, la formule du nous n'est pas consacrée au cours d'une cérémonie d'investiture. C'est la formule je. D'accord. Je l'accepte. Je l'assume. D'accord. Prenez les cérémonies au niveau de l'Église catholique, hein, par exemple, quand vous prenez le baptême, dès qu'il y a la profession de foi et que le prêtre vous pose un certain nombre de questions, ça c'est à l'Église catholique, mais politiquement parlant, est-ce que c'est adopté ainsi? C'est le registre protocolaire, c'est le je qui est utilisé. Je l'accepte, je l'assume. Voyez-vous ce que je veux dire? Il n'y a pas le nous. Moi, je n'ai pas d'éléments pour vous contredire. Je n'ai pas d'éléments pour contester. Vous pouvez être autant de candidats. Vous pouvez être autant de candidats. Le registre protocolaire vous exige que ce soit le jeu qui soit utilisé. Parce que Laurent conteste. C'est une profession de foi. Laurent conteste. Je conteste et puis on peut évoluer. On peut se passer vous avez la possibilité de fouiller. Il y a quand même un protocole. Je suis d'accord que dans notre protocolaire, ce que vous dites peut être vrai. Mais je dis dans ce contexte-ci, là, on ne peut pas accepter ça comme ça. Ce contexte-là demandait, soit la vice-présidente parlait ou alors il disait nous acceptons. Très bien. Hugues Zogo. Dites-moi. À cette cérémonie d'investiture, nous avons écouté plusieurs discours. Hein. Nous avons commencé par écouter le discours
de l'honorable Claudine Afiaye-Prudencio, ministre conseiller. Et quand vous faites le point, d'accord, de tous ces discours que vous avez entendus, quelle synthèse faites-vous et quel message qu'on peut retenir principalement pour notre pays à travers tous ces discours? Première chose, c'est le contenu du discours de Mme Claudine Afiaye-Prudencio qui est revenue sur le fait que le candidat Romuald Wadayi Issa Forestière constitue une vertu rare en politique. Elle a parlé de la fidélité à l'essentiel, elle a parlé de la compétence et de l'intégrité de ce duo candidat, elle a parlé de l'exigence et de l'efficacité, elle a parlé de l'alliance, de la convergence d'énergie qui se retrouve être le leitmotiv de l'unité de la majorité présidentielle et qui donc permet inéluctablement de dire qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle a pu penser à ce qu'on pourrait appeler le Bénin d'abord. Parce que c'est un pacte inédit qui a été consacré ce 4 octobre au stade omnisport de Paracourt. Et je voudrais donc la citer rapidement. Elle dit exactement ceci: nous sommes réunis, non pas pour placer un destin individuel, mais pour consacrer une trajectoire collective. Depuis plusieurs années, notre pays a entrepris un chemin exigeant, restaurer la discipline des finances publiques, moderniser nos infrastructures, affirmer notre voix sur la scène internationale, replacer la dignité au cœur de l'action publique. Et ce chemin, il nous appartient de le prolonger, car une nation n'avance pas dans la rupture chaotique. Elle avance dans la continuité profonde. Et c'est là que s'impose la figure de Romuald Wadayi Issa Forestière. Fin de citation. Donc, ça veut dire que les enjeux aujourd'hui, à la tête de nos partis politiques, le débat a été mené, que ce soit au niveau des instances décisionnelles ou bien au niveau des militants. Il y a eu un travail de fond. Et à la suite donc de Mme Claudine Afiaye-Prudencio, qui se retrouve être la présidente du Parti Renaissance Nationale, le seul parti politique dirigé par une femme aujourd'hui au Bénin, il y a par exemple cette intervention du professeur Joseph Diombénou. Comme vous le savez, c'est lui qui se retrouve être à la tête de l'Union progressiste de renouveau, et il a été longtemps considéré comme le rival du candidat Claudine dans la course à la succession. Et donc son message était assez attendu. Et je vais le citer, le professeur Joseph Diombénou qui dit: ce choix est approuvé avec ferveur, sans retenue. Que personne ne reste derrière, restons ensemble pour gagner et avancer. C'est le Bénin qui compte. Vous voyez, c'est un acte qui démontre que, au-delà de tout ce que les gens pourraient se permettre de dire, ce qui prime aujourd'hui, c'est le Bénin. Claudine Afiaye-Prudencio qui parle du Bénin d'abord, et Joseph Diombénou qui dit c'est le Bénin qui compte. Et un peu plus loin, je vais me retrouver avec le président Abdoulaye Diop qui se retrouve à la tête du Parti Bloc républicain et qui dit exactement ceci: il fallait un homme incarnant la continuité et l'engagement, capable d'amplifier les transformations engagées sous Patrice Talon. Et donc, il se situe dans un contexte de la continuité. Les réformes structurelles ont été menées au cours de ces 2 mandats portés par Patrice Talon à la tête de notre pays. Il y a eu des réformes d'ordre politique également qui ont été menées. Mais quand le candidat va être peut-être élu président de la République, est-ce qu'il y aura une sorte de rupture par rapport à la démarche menée? Ou est-ce qu'il y aura une autre forme de politique qui sera menée? C'est des questions que les gens pourraient se poser. Mais les partis politiques ont été déjà clairs. Et d'ailleurs, cette déclaration du président Abdoulaye Diop explique clairement que ça va être la continuité. Et le candidat même en prenant la parole, je le cite: je me définis comme le candidat de tous les Béninois et je promets de les servir avec intégrité, courage et constance. Il a parlé de constance. Donc que les Béninois ne se leurrent pas, que les Béninois ne se disent pas, peut-être une fois que Romuald Wadayi et Mariam Charis Talata, épouse Zénith, seront élus, que les gens ne se disent pas, mais pourquoi on assiste encore à des réformes structurelles au sein de notre pays? Pourquoi on assiste encore à des réformes d'ordre politique dans notre pays? C'est ce que donne votre croisement des discours.
constance. Il veut se retrouver dans la constance. Donc, c'est la continuité de l'acte posé par Patrice Talon, voulu par les chefs de partis politiques, suite à la déclaration donc, qui a été faite par les différents responsables administratifs, parce que j'ai cité les 4 qui ont pris la parole pour faire le compte rendu des actes qui ont été donnés pour porter effectivement le choix sur le duo Romia Doualaï et puis Mariam Sabi Talata. Très bien, Hugues Hector Zogo, on va y suivre. Laurent Roland-Tonné-Ikes, oui, vous avez suivi Hugues Hector Zogo, les discours, il est allé chercher des expressions pour croiser les discours, pour sortir un peu la substance, l'analyse qu'on peut en tirer pour le pays, parce que ma question c'était qu'est-ce qui ressort de ces discours-là qui rentrent dans l'avantage de notre pays? Je crois que les partis qui ont porté le candidat, en tout cas qui ont porté Robert Wadaï candidat de la mouvance présidentielle, notamment Mouel Bénin, Renaissance nationale, UP le Renouveau et BIA Bénin, Bloc républicain, pardon, ont, à travers le discours, quand même rappelé l'engagement qui a été, en tout cas, du chef de l'État de 2016 à aujourd'hui, et en même temps aussi ce que Romel Wardani a incarné au sein de la famille gouvernementale, ce qu'il a été. Il a été un acteur clé des réformes opérées et des transformations économiques ou industrielles que nous avons pu voir ces dernières années au Bénin. Oui. Et aussi l'engagement de ces partis à le porter pour qu'il soit maintenant investi président de la République, pourquoi pas en avril 2026. Oui. Donc je crois que quand on suit chaque discours, on comprend l'engagement qui sera, qui viendra en tout cas de chaque formation politique, oui. Et en même temps, ce sur quoi chaque formation politique s'est aussi basée pour porter, pour accepter ce choix. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que aujourd'hui, les regards sont tournés vers la mouvance présidentielle, notamment parce que, oui, comme je l'ai dit, après les discours, après tout ce qu'il y a eu comme cérémonie, le plus dur commence et commence maintenant et commencera d'ailleurs. Ça a commencé depuis quelques jours, mais là maintenant, c'est qu'il n'y a plus de marche arrière. Il faut foncer. Et foncer, cela voudra dire qu'il faut se faire comprendre par les Béninois, il faut aller à la rencontre du dernier Béninois pour lui passer le message de ce qui a été fait et en même temps de la continuité. Sauf que, et à ce niveau, je le dis et je le précise clairement, c'est de aussi accepter à un moment donné de faire une rupture dans la rupture. Qu'est-ce que ça dit? Ah oui, ne pas accepter faire une sorte de rupture dans la rupture à bien des niveaux peut être aussi suicidaire pour le candidat. Parce qu'il y a des leviers sur lesquels les Béninois attendent, je continue de dire, attendent le candidat. C'est vrai que même si Hugues Hector Zogo dira que oui, évidemment, on n'a pas besoin de l'écouter, de faire des promesses actuellement, mais c'est que dans la suite, c'est que les partis qui portent Romel Wardani, et Romel Wardani, le candidat aussi, acceptent qu'il y a des insuffisances. Et je l'ai rappelé il y a quelques jours sur ce plateau, le chef de l'État qui est le chef d'orchestre de tout ça, a reconnu le 1er août qu'il y a des insuffisances et a demandé pardon. Et donc, cette rupture dans la rupture voudra dire quoi? Accepter qu'il y a des insuffisances et prendre l'engagement de corriger ces insuffisances. Il ne s'agira pas de dire oui, tout est beau, tout est bon, on est déjà sur les rails, le Bénin le développé sur les rails du développement, et puis après, il n'y a plus rien à craindre, tout est déjà OK. Non, il s'agira de reconnaître qu'il y a des imperfections, puisque oui, Patrice Talon n'est pas un homme, il n'est pas un saint, et il n'est pas parfait à tous égards, il est perfectible. Donc il y a des choses que lui, il n'a pas pu comprendre, qu'il n'a pas pu faire, que Romel Wardani devra aussi prendre l'engagement de faire avec le concours de ses fonctions politiques, Renaissance nationale, Mouel Bénin, UP le Renouveau et Bloc républicain. Donc c'est comme ça que les Béninois qui sont aujourd'hui un peu dubitatifs, ceux-là qui sont sceptiques, qui ne sont pas encore décidés, c'est à ce moment, à partir de ce discours après, qu'on pourra voir que le candidat qui veut être le candidat de tous les Béninois peut espérer avoir encore des adhésions à sa vision. Laurent Roland-Tonné-Ikes, oui, la Renaissance nationale de Claudine Afiavi-Prudencio s'engage fortement pour la victoire. Oui, elle l'a dit devant le peuple. On a vu avec quel ton elle l'a dit. Et cela suppose que oui, si on le dit avec ce ton, c'est que oui, on se prépare pour ça. C'est pourquoi je dis oui, ce discours d'investiture là-bas, c'est bon. Après tout, il faut vraiment aller rencontrer les Béninois. Moi, je pense que oui, toutes les forces d'opposition sont sur le terrain maintenant. Renaissance nationale est dans toutes les contrées aujourd'hui pour voir les Béninois, pour leur parler. Et ils vont vendre. Et c'est pourquoi je disais que
pour moi, au cours de l'investiture, même si on parle d'investiture cérémonie solennelle, pour moi, il a manqué un peu de marketing. En fait, pour ceux qui font le marketing, je crois qu'il a manqué qu'on vende un peu... Marketing politique. Il a manqué qu'on vende un peu le candidat au cours de cette cérémonie. Non pas qu'il fait de la campagne, mais vous investissez quelqu'un comme candidat. D'accord? Et au même moment que vous l'avez investi, c'est que les Béninois sont en train de le découvrir une fois encore. Alors, comment est-ce que vous l'avez présenté déjà avant qu'il ne prenne la parole? Comment est-ce que vous l'avez magnifié? C'est vrai que dans les discours, on a magnifié les qualités du candidat, mais pour moi, il reste une dose. Donc, après, je pense que Mme Claudine Prudencio a pris un engagement, et c'est pareil pour les autres formations politiques. Je continue de dire que c'est bien tout ceci, mais le plus dur commence maintenant. Mais avant, il faut que les partis donc, aillent aux élections législatives et tout ça là, avant de faire le combat des élections, de l'élection présidentielle. Et justement, et malheureusement, c'est le grand baromètre pour la présidentielle. C'est qu'une erreur au cours des élections législatives sera assez suicidaire, assez fatale pour le candidat de la mouvance. Donc, dès lors que les partis politiques prennent l'engagement d'accompagner ce candidat pour qu'il soit investi chef de l'État en avril 2026, c'est que déjà, à travers les résultats des urnes en janvier prochain, on doit pouvoir sentir que quelque chose a changé. Quelque chose a bougé. On doit pouvoir sentir que, oui, les discours, les actes ont accompagné le discours. Très bien. Et les résultats qu'on a eu en janvier rassurent de ce que le candidat peut passer au les mains en avril. Hugues-Hector Zogo, vous êtes là? Je suis là. Merci Hugues-Hector Zogo pour votre présence pendant toutes ces minutes en ligne depuis Parakou. Ma dernière question, Hugues-Hector Zogo, suivez d'abord ma question. Hugues-Hector Zogo, avant de réagir, vous pouvez réagir et finir. On va finir par ma dernière question. D'accord. Une part belle a été faite à la femme au cours de cette cérémonie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puisque la première à prendre la parole, c'était l'honorable Claudine Afia-Prudencio. Vous avez entièrement raison. Une part elle a été faite à la femme, c'est pour démontrer à quel point l'engagement politique au niveau de la jeunesse féminine doit pouvoir être salué. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec 4 partis politiques de la majorité présidentielle et c'est Mme Claudine Afia-Prudencio, donc la seule femme présidente du parti politique, qui a pris officiellement la parole avant que les autres présidents de partis politiques ne prennent la parole. Et ça, c'est un signal fort. C'est un signal pour démontrer effectivement tout le respect que l'on accorde à la femme au cœur de cette cérémonie solennelle. Il y a en dehors de cette cérémonie, le respect qu'on accorde à la femme béninoise, de façon générale. De façon générale, vous savez qu'il y a beaucoup de réformes institutionnelles qui ont été menées. Je l'ai rappelé au cours de mes interventions. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus au Bénin, par exemple, toucher à la femme n'importe comment sans que vous le puissiez effectivement justifier de votre acte. L'arsenal juridique, l'arsenal institutionnel, tout ça a été mis en place. Et donc, ça permet à la femme de faire... de dire effectivement ce qu'elle porte comme ambition, comme vocation pour l'avenir de notre pays. Et je vais finir par certains petits éléments. Il faut dire que le candidat Romuald Wadaini a pris la parole ce 4 octobre 2025 à 12h30 précis. C'est l'heure à laquelle il a pris la parole. Et quand il a pris la parole, il n'a pas manqué de revenir sur l'émotion qu'il a amenée, qui représente un caractère particulier, parce qu'il a pensé à son père, Nestor Wadaini, qui était directeur départemental du plan au niveau du département du Bordeaux, avec qui il faisait la route, parce qu'en venant à Parakou, il n'a pas eu donc le soutien de son père à côté. Il a manqué de ce compagnon de route au moment où, tout enfant, il parcourait les différentes régions de Parakou. Et donc, ce fut aussi cette période-là de cérémonie d'investiture, une période de gratitude. Et je le cite cette fois-ci, je vais dire exactement ce qu'il dit. Le candidat qui dit gratitude aux 4 partis qui portent notre voix, qui portent notre projet commun. Vous avez vu,
avant l'acte de profession de foi, il y a eu le nous qui a transparu dans le discours. Donc, ce n'est pas un candidat, Romuald Wadaï, qui a parlé du jeu du début jusqu'à la fin dans son discours. D'accord. Et il a fait référence un peu avant la promesse d'être digne de cette confiance qui a été placée en eux, donc autour de 12h35. Il a parlé de l'humilité et de la responsabilité. D'accord. Humilité et responsabilité. Pour donc prendre à cœur la démarche d'unité, la démarche d'engagement, la démarche d'espérance de tout le peuple béninois représenté à travers les 4 formations politiques qui ont donc consacré leur présence à cette cérémonie d'investiture solennelle. Et il y a eu aussi une dernière note qui aura retenu mon attention, cette note sur laquelle je vais sans doute mettre un terme à mon intervention au cours de cette analyse. D'accord. Ce sont les 2 convictions fortes qu'il a pu porter. Il a pu faire référence de ce que la jeunesse constitue le lien entre les générations. Donc, sans aborder la femme de manière singulière, on peut se permettre de dire que le candidat a tenu un discours singulier, mais ouvert sur la pluralité. Donc, toutes les couches sociales se sont retrouvées à travers le message du candidat Romuald Wadaï. Donc, je me permets de dire que si on ne fait pas très attention aux différents mots qui ont été utilisés au cours de cette cérémonie solennelle, on va penser un instant que le candidat a manqué de s'intéresser à tout le peuple. Et donc, les 2 convictions fortes qu'il a pu partager. La première conviction, c'est la vision qui demeure claire. C'est la première conviction. Et la deuxième conviction, il parle de l'unité nationale. Est-ce qu'on peut parler d'unité nationale sans la présence des femmes? Donc, je vous remercie pour cet honneur que vous me faites de pouvoir partager depuis Parakou donc mon point de vue par rapport à cette cérémonie solennelle d'investiture. Oui. Le candidat a fini par je veux être le candidat de tous les Béninois. Il a prononcé exactement à 12h44 minutes ce 4 octobre. Et vous voulez être le journaliste de tous les Béninois? Merci. Nous sommes au service de notre peuple et nous avons l'obligation et le devoir de restituer exactement ce qui a été. S'il y avait par exemple des notes sur lesquelles je n'étais peut-être pas d'accord, je n'aurais pas hésité de partager parce que c'est ce que j'aurais vécu. Je me suis retrouvé au cœur de cette cérémonie à Parakou, précisément au stade municipal. Et donc, j'ai vécu du début jusqu'à la fin toutes les notes de cette cérémonie. Je venais donc de vous faire la restitution. Merci d'avoir été là. En studio, on pourrait revenir sur d'autres éléments sans doute. Merci d'avoir été là. Merci pour votre disponibilité de tous les instants. Vous saluez tout le monde autour de nous. Carole Olaye et Marcel Yedo, vous qui nous suivez de là-bas. Hugues, Laurent veut réagir. Si ça ne vous dérange pas, quelques minutes pour Laurent, avant que vous ne partez définitivement. Je voulais quand même apporter une précision. Journaliste que je suis, je ne veux pas faire de la restitution. Je suis analyste sur un plateau de télévision pour analyser ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. Si on veut faire de la restitution et faire du direct dans du journal, on le fera. Donc, il va falloir qu'on fasse la nuance entre ce que nous faisons et ce que nous vous avons envie de faire. Donc, moi, je ne suis pas dans la posture de faire de la restitution. Je suis dans la posture d'analyser ce qu'on a observé tous ensemble et de dire, voilà ce que nous apprécions, voilà ce que nous n'avons pas apprécié, qu'ils peuvent améliorer pour le bien de leur famille présidentielle. Moi, je pense que le dire comme ça, ce n'est pas sortir les événements de leur contexte ou de prêter intention ou à qui que ce soit. Mais c'est quand même de reconnaître que les gens reconnaissent politiquement que oui, nous avons organisé, nous permettons aux gens d'analyser. Et que nous avons l'intention que les choses s'améliorent. S'améliorent, c'est tout simple. Donc moi, je ne suis pas dans une démarche de restitution, je suis dans une démarche d'analyse. Sauf que si après... Merci pour la précision. Oui, il fallait apporter cette précision. Hugues. Oui, je voudrais quand même le remercier parce qu'il a si bien dit, c'est 2 registres différents. Lui se retrouve en studio, il fait une analyse. Moi, je suis sur le terrain, je fais de la restitution. Mais n'oubliez pas que vous appelez en tant qu'analyste politique. Vous n'appelez pas en tant que journaliste qui fait la restitution. Oui. Je partage avec vous ce que j'ai vécu sur le terrain. La seule différence est que l'analyste politique était sur le terrain. Oui, mais il doit pouvoir apprécier et sortir du cadre de celui qui a observé. Parce que si vous observez que vous ne faites pas attention, c'est que vous laissez posséder. On a compris, il a joué les 2 rôles ce matin. Et oui, évidemment. Miguel Tazogo, vous confirmez que vous avez joué les 2 rôles?
Maurice Agua, je voudrais quand même replacer le contexte. Je me retrouve en train de faire de la restitution, mais si je me rends compte qu'il y a eu des notes qui ne correspondent pas à ce qui s'est passé effectivement sur le terrain, c'est de mon devoir également de pouvoir le corriger, parce que là, c'est la chaîne qui est engagée par rapport à tout ce qui pourrait se dire. Non, donc, on ne va pas se faire peur inutilement. Cher Hugues Zogo, on ne va pas se faire peur inutilement. Je n'ai rien dit de grave qui engage la chaîne. J'ai fait des analyses et tous ceux qui ont suivi ont vu ce que j'ai dit et peuvent apprécier ce que j'ai dit. On ne va pas inventer des choses pour dire que la chaîne est engagée. Je n'ai rien dit. Et j'insiste là-dessus de mauvais. J'ai apprécié l'événement et j'ai fait des observations et j'ai fait mes analyses. On ne peut pas m'empêcher en tant que journaliste de faire des analyses. Et là, commencer par dire que... Vous n'avez pas diffamé non plus. Non, je n'ai pas diffamé non plus. Donc, dire là-bas que oui, évidemment, ce qu'on dit engage la chaîne, qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas... Il ne le dit pas dans ce contexte. Non, suivez encore à nouveau ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord. Il fallait apporter cette précision. Je fais des analyses et on ne peut pas me dénier le droit de faire des analyses. On va les laisser finir. On va les laisser finir. Maurice Agua, est-ce que vous êtes entièrement d'accord avec moi que si vous ne vous êtes pas déplacé sur le terrain, que vous allez affirmer des choses qui ne se sont pas passées, je me dois en tant qu'acteur sur le terrain de restituer effectivement ce qui a été. Ce n'est que ce que j'ai fait. Maurice Agua, s'il vous plaît, vous êtes animateur de l'émission. Est-ce que sur ce plateau, j'ai dit ce matin c'est moi qui conduis l'émission. S'il vous plaît, je voudrais de la discipline sur le plateau. Je vous en prie, je vous en prie. Qu'il ne soit pas passé là-bas. Merci Hugues Zogo, merci Laurent Roland Tonné-Ikes. C'est fini pour donc cette analyse.